Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Mais oui, je crois qu'on m'entend bien. Comment ça va? Comment ça va? Bon, on arrive à la dernière session. La meilleure, évidemment. Vous allez voir, vous avez entendu parler en long, en large et en travers de la CSRD aujourd'hui. On arrive justement sur cette dernière session de la journée. On va parler d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés aujourd'hui. On va le faire avec nos 4 invités exceptionnels aujourd'hui. Alors je vous demande de les applaudir vraiment très chaleureusement. Ils me rejoignent sur scène. Thomas, Valentina, Augustin et Léa. Je vous en prie. Bienvenue à tous les 4. Regardez, je vais mettre là-bas, hop, hop, hop. Et on y est. Super, bon, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On a même le service, regardez, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Enguerrand. Bon, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette dernière session de la journée. Tenez bon, je sais que c'est la dernière session, je sais qu'on est un peu fatigué, mais il pleut toujours dehors. Ouais, donc vous ne ratez rien, absolument rien. Et surtout, on m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait une surprise qui nous attendait tous à la fin de cette session. Surprise musicale notamment. J'ai entendu dire que Taylor Swift avait égaré son jet pas très loin. Voilà. Donc restez là. Et au-delà de ça, on a un sujet super important à aborder avec vous 4. Mais juste avant d'en parler, est-ce que vous voulez bien peut-être faire un petit tour de table, vous présenter? On me dit juste qu'il faut bien garder le micro près de votre bouche parce que sinon, dans la visio, ils ne nous entendent pas. Peut-être Thomas, premier? Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, bonsoir. Donc Thomas Rocafoul, je suis directeur associé chez SIA Partners, qui est un cabinet de conseil de 3000 consultants dans 40 pays. Et je suis en charge également, c'est le sujet du jour, du centre d'excellence mondial sur l'ESG. Il y a 150 consultants qui sont dans ce centre d'expertise. C'est bon, j'ai mon micro. Bonjour à tous, donc Valentina Chamrail, je suis lauréate Up 35, mais aussi manager environnement de Disneyland Paris, petit parc d'attractions vers l'est de la Tout France. petit. Tout petit. Quelques chiffres clés pour expliquer aussi un peu l'envers du décor, parce que la CSRD concerne aussi Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'est une destination de 2 parcs, 7 hôtels, première destination touristique d'Europe, près de 20 000 salariés et 500 métiers. 500 métiers qui vont de la pyrotechnie par l'ingénierie, le service, la comptabilité, la finance et aussi le département environnement, donc que je manage, et qui monte une stratégie environnementale qui se veut holistique et qui prépare la CSRD également. Bonjour, Augustin Laurencel, je travaille pour la société BIC qui est juste à côté à Marne-la-Vallée, donc on est très proches. Et nous faisons des stylos, des briquets et des rasoirs. On a une entreprise qui produit un peu partout dans le monde et qui vend partout dans le monde, industriel et concepteur de produits. On est engagé depuis très longtemps dans des démarches environnementales et nous publions nos rapports depuis longtemps. Cette année, nous passons à la CSRD, qui est un nouveau standard pour nous de communication. Donc on a un d'historique et en même temps est toujours en transformation sur ces sujets. Léa Goldfarb, je suis consultant en sustainability et passionnée par l'alignement scientifique. J'ai un parcours peut-être un peu différent. J'ai une formation de chimie de l'atmosphère. Avant de travailler dans le privé, dans une start-up française, j'ai travaillé comme Senior Science Officer au GIEC, unité de soutien technique, et aussi au Conseil international pour les sciences. Et donc, absolument passionnée de voir comment les entreprises peuvent passer de cap vers un chemin vraiment durable. Rien que ça, 4 profils absolument exceptionnels, je vous l'avais dit. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je vous l'ai dit, pour commencer, on a abordé aujourd'hui la CSRD au travers de différents sujets, sauf un, et on va prendre ensemble pour cette clôture un versant qui n'a pas encore été évoqué, c'est celui de la profondeur et de l'impact aussi de la CSRD. Et pour le faire, je vous propose de vous poser une première question, chers invités, peut-être en commençant par vous, Thomas. Quelles sont les attentes clés aujourd'hui pour les entreprises en matière et notamment pour les grands groupes, autour de la CSRD? Comment la CSRD redéfinit-elle les attentes, surtout en matière de reporting ESG? Alors c'est un vrai sujet, merci
Philippines. Je vais essayer de faire court parce qu'on pourrait. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc effectivement, il y a une exigence extrêmement forte concernant la CSRD. Ça a été dit. Il y a plus de 1200 indicateurs à reporter. C'est un vrai saut quantique par rapport à d'autres types de reporting que vous avez déjà, tels que DPEF, NFRD, etc. Voilà. Alors on garde quand même les deux types de reporting un peu narratifs, un peu les reporting de communication type ESG, qu'on faisait auparavant. Mais en plus, il va falloir faire un reporting un peu plus formalisé, donc avec ces 1200 données, qui sera très certainement un XBRL. Donc il y a un format de reporting un peu style reporting financier et qu'il va falloir transmettre régulièrement à une autorité. Voilà. Donc on parle de reporting extra-financier, mais ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait on voit que c'est un deuxième type de reporting à côté du reporting financier qui va être utilisé par les banques notamment, mais aussi d'autres acteurs pour avoir une vision un peu complète, enfin la vision ESG des entreprises. Donc effectivement, c'est un reporting à pas prendre à la légère. Il sera audité, ça a été dit, et effectivement, il y a une exigence extrêmement forte sur ce reporting. Merci beaucoup Thomas. Peut-être pour réagir à ça, Léa, est-ce que vous partagez le même avis que Thomas? Et puis aussi, en quoi la CSRD, elle modifie aussi les approches stratégiques des entreprises qui peuvent vous consulter, par exemple? Je suis d'accord avec Thomas, complètement sur l'approche. Bon, le parti reporting, quand même, c'est la 6e étape de plusieurs stages qu'une entreprise va passer. Donc, on a la complémentarité qui était déjà évoquée. Mais c'est un exercice de changement de culture, de transparence qui était déjà évoqué aussi. Mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle étude de PricewaterhouseCoopers qui a montré que la plupart des entreprises qui se préparent pour le CSRD voient ça comme un outil de compétitivité et aussi l'opportunité économique. Parce que c'est vraiment une étude de l'entreprise de notre angle. Donc, il y a la possibilité de voir des approches un peu différemment, d'avoir peut-être des approches un peu différentes que la compétition, d'améliorer, peut-être réduire les coûts, mais aussi voir, bon, il y a des risques et des opportunités. Après, il y a toute la collecte des informations qui étaient évoquées. Et là, c'est vraiment une large gestion de données. Et moi, je suis intéressée par cette question de CSRD, mais aussi cette collecte de données qui peut être utile dans les autres contextes, si c'est national ou dans la certification, on va EcoVadis ou B Corp ou autre. Donc, je vois ça complètement en harmonie avec ce type d'approche, aussi pour les informations qui est livrée, par exemple, pour un start-up au fond. Merci beaucoup, Léa. Peut-être Valentina pour réagir. Chez Disneyland Paris, comment vous voyez, Léa, vous parliez d'une opportunité économique aussi pour les entreprises, de cette importance de la collecte des données. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous ressentez, sur lequel vous travaillez ? Oui, tout à fait. C'est très important ce côté collecte de la donnée. Et on a beaucoup parlé sur les sessions précédentes de sensibilisation du top management, des dirigeants, des directeurs ou des personnes qui seront en charge de l'impulsion de cette collecte. Mais il faut aussi considérer toutes les personnes qui seront en charge de la collecte réelle, le côté opérationnel, et ne surtout pas sous-estimer le temps que ça va prendre d'expliquer ce que ça veut dire. Parce que surtout pour les grandes entreprises, c'est aussi beaucoup de personnes, et toutes ces personnes auxquelles il va falloir parler individuellement pour leur expliquer individuellement à chacun quelle est la donnée qu'il doit collecter, en quoi cette donnée est importante et en quoi cette donnée s'inscrit dans un écosystème global de reporting ESG. Merci beaucoup. Valentina, peut-être pour continuer la discussion, Augustin, vous nous disiez que BIC, ça y est, c'est tout frais, c'est tout nouveau ce passage à la CSRD ? Pas tant que ça. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, exactement. Nous, on a
Je suis complètement d'accord avec les 3 points. Je pourrais rebondir en disant la CSRD va nous permettre en fait de passer d'un état qui était aujourd'hui de collecte de données historiques et de construction d'énormément d'indicateurs ou de remontées d'informations qui étaient un peu dénuées de sens ou en tout cas toutes mises dans le même panier. Et ce qu'on fait réellement avec la CSRD, c'est arriver à dire, en fait, sur ces aspects-là, on les présente comme étant extrêmement matériels et très importants. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire les autres, mais on va vraiment présenter en disant, attention, on a adressé nos vrais sujets. Et ça, c'est le point clé de la CSRD. Et toute la construction pour dire c'est un vrai sujet est également publiée, démontrée, etc. Donc en fait, on vient répondre de nous-mêmes à la question qu'est-ce qui est important pour notre entreprise et qu'est-ce qu'on y fait, en ayant nous-mêmes construit tout le chemin. Donc il y a évidemment les aspects d'odicité et le fait d'être surveillé par des marchés et par des régulateurs qui permet de le crédibiliser. Mais on permet à l'entreprise de créer son histoire, sachant qu'en fait, une entreprise comme nous, ça fait très longtemps qu'on a tous les éléments, toutes les briques, et qu'il nous suffisait maintenant en fait, de construire l'histoire et de la présenter. Donc la CSRD, c'est vraiment cette opportunité-là pour nous. Et il y en a une deuxième qui est une grosse opportunité, donc construire notre histoire et la présenter. Et la deuxième, c'est engager les membres de nos équipes et toute notre chaîne de valeur et tous les porteurs d'intérêt pour notre entreprise. Donc on n'a pas seulement nos employés, mais on a aussi nos clients, nos fournisseurs. Et nous, on va demander aux gestionnaires de déchets des pays, on va demander aux transporteurs différents qui ne bossent pas directement avec nous, on va également demander aux ONG locales ce qu'elles ont à dire sur notre entreprise, les valeurs qu'on amène et les risques et opportunités, les potentiels impacts qu'on a, toutes les dépendances. Tout ça, on le fait en engageant, et c'est extrêmement porteur en termes de création de liens. Et ça, c'est une forme d'opportunité parce qu'on permet de simplifier des dialogues, on permet d'aller parler avec des gens avec qui on n'est pas facilement, dans une démarche assez neutre, assez blanche, sans chercher à vendre ou sans chercher à acheter. Et c'est aussi un vrai avantage compétitif pour vous? Au-delà de tout ce que vous nous avez expliqué, c'est un avantage, c'est créateur de valeur aussi? Alors, il faut quand même avouer que si on le regarde d'un point de vue très néfaste, sans regarder ses opportunités précédentes, c'est chronophage, c'est un changement, donc un risque, et c'est également de la régulation pour de la régulation. Si on n'a pas d'enjeu de captation de capitaux, ce qui est un peu le cas d'une entreprise comme la nôtre, principalement détenue par un actionnariat familial, etc., l'opportunité financière directe d'être en règle avec la loi est assez lointaine. C'est plus un risque qui dit si on n'est pas capable de s'y présenter, on ne peut plus vendre dans un pays, par exemple, ou ne plus être présent. Maintenant, la vraie opportunité, elle est long terme, parce que la CSRD nous permet du coup d'identifier les endroits où on a les plus grandes dépendances, les plus grands impacts, de les adresser, et en fait, en prenant la CSRD comme une vraie étude de résilience complète de toute sa chaîne de valeur, on crée là vraiment de la valeur, parce qu'en fait, on crée de la valeur future et on comprend notre valeur passée d'avoir été résilient dans des environnements et en fait d'être préparé au choc et d'avoir encaissé les chocs précédents. Ça, nous, on le voit comme une opportunité parce qu'on quantifie toujours nos parts de marché, nos ventes globales en disant on aurait pu perdre quoi si, en fait. Et du coup, on considère nos activités sur l'aspect notamment environnemental comme des opportunités financières. Une étude de résilience, c'est ce que je retiens entre autres. Et je vois Léa qui dit oui. Est-ce que vous voulez réagir? Non, mais c'est exactement ça. Et j'ai en fait rebondir ce que Valentine a dit sur le sujet. Donc, ça fait une réflexion sur la résilience de l'entreprise, mais aussi sur la gouvernance. Donc là, je pense que la plupart des C-levels, quand ils entendent CSRD, ils pensent ça va être un reporting, ça va être un peu comme GDPR, mais pas ESG. Mais non, parce que les métriques, ça va être aussi sur la gouvernance. Et ça va vraiment mettre ça en clair, en transparent, la qualité de décisionnaire dans l'entreprise. Et ça va être nouveau. Et d'avoir cette photo de qualité de gouvernance de la partie environnementale et la partie sociale et de savoir que ça doit améliorer avec le temps, c'est complètement nouveau. Partager cet avis-là, Valentina, ouais. Complètement, et j'irais même en fait sur cette notion temporelle que vous employez, Léa, que je trouve très intéressante parce que la CSRD va nous obliger chaque année à faire le point sur la trajectoire qu'on s'est fixée et où est-ce qu'on se situe par rapport aux trajectoires qu'on s'est fixées l'année dernière. Est-ce qu'on a été trop ambitieux, pas assez ambitieux? Est-ce qu'on a tapé dans le mille? Vraiment, cette méthodologie de reporting va nous permettre de suivre des indicateurs chaque année. Et chaque année, ça peut paraître des fois
chronophage, et c'est certainement un moyen un changement profond des paradigmes, parce on avait l'habitude de se fixer des objectifs à horizon parfois 2050 sur des décarbonations, des horizons 2030 qui sont déjà plus proches, mais qui sont beaucoup moins dynamiques que l'obligation annuelle de reporting de la CSRD. Donc ça va vraiment permettre ça et de suivre où on se situe par rapport aux trajectoires qu'on se fixe. Merci beaucoup. Alors, on en a parlé pour les entreprises, pour les grands groupes aussi, dont certains sont ici aujourd'hui. La mise en place de ce sujet de la CSRD, ça implique aussi des défis, des limites. On va en parler tout à l'heure. Mais d'un point de vue opérationnel, et là, je voudrais avoir votre réaction, peut-être Thomas, quels obstacles vous avez su et pu identifier et comment les surmonter? Au-delà de ça, on a parlé, Léa, vous avez dit, effectivement, ça peut un peu être comme le RGPD et être vu avec beaucoup de contraintes aussi. Vous nous avez prouvé aussi que ça venait avec beaucoup d'opportunités. Il y a malgré tout quelques défis. Comment vous les avez surmontés? Exactement. Déjà, il y a un vrai sujet de compréhension de la norme, de la réglementation, parce que c'est un pavé assez épais. Donc il faut rentrer dans ce sujet. Bien sûr, les grandes entreprises ont des petits avantages parce qu'effectivement, ils ont des équipes un peu plus importantes. Mais en fait, ce qu'on voit, et ça a été dit, c'est vraiment un projet d'entreprise. D'accord. Alors souvent, le sujet CSRD, il démarre dans les directions RSE, mais très rapidement, c'est un ensemble de départements, de divisions qui sont impliqués. Et très souvent, on voit que le reporting CSRD, il finit à la direction financière. D'accord. Alors pourquoi? Parce que les directions financières savent travailler sur des reportings, ont l'habitude d'avoir des reportings et des process certifiés, audités, etc. Et puis, comme on l'a dit, communication extra-financière, ça veut dire qu'il faut faire le rapprochement avec les éléments financiers. Voilà. Mais donc, il faut mettre en musique tout ça. Il ne faut pas oublier également le S et le G dans le sujet CSRD et ESG. Très souvent, les entreprises se focalisent sur le E, sur l'environnement, mais le S et le G est peut-être une moindre priorité. Alors, il y a aussi des circonstances atténuantes, c'est qu'il n'y a pas de taxonomie sociale encore. Donc, effectivement, pour avancer sur le S, c'est un peu moins facile. Et le S, ça retombe à la DRH. Voilà, très souvent, aux ressources humaines. Donc c'est encore une autre entité qui est... voilà. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais effectivement, il y a toute cette mise en musique qu'il faut organiser pour lancer le projet, sachant qu'on l'a dit aussi, les échéances sont très courtes. Et ensuite, autre obstacle, c'est les données. Voilà, où est-ce que je collecte la donnée? Comment est-ce que je peux faire pour capitaliser sur ce qui existe déjà? Voilà. Et nous, chez SIA, notamment, on a un outil qui est un accélérateur, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle, l'IA générative, notamment pour essayer de capitaliser sur des politiques internes, des procédures qui existaient déjà, sur des reportings qui ont déjà été faits pour EcoVadis, par exemple, ou DPEF ou NFRD, et donc utiliser cette matière-là pour pré-remplir un certain nombre de champs de CSRD qui seraient pertinents, quoi. Voilà. C'est intéressant, merci pour ce partage. Est-ce que vous avez, dans vos autres entreprises, utilisé déjà l'intelligence artificielle, voire même générative, pour vous aider dans ce vaste sujet de la CSRD? Pas encore, peut-être. Ça y vient. Sur les sujets ESG, pas encore. Pas encore. Non plus. Oui, on a utilisé un petit peu grâce à notre partenariat avec Beaver, qui a nous aidé de faire un type de harmonisation de tout le reporting qu'on fait. Si c'est dans la préparation de CSRD, parce qu'on n'était pas suivi directement cette année. Mais bon, on a utilisé pour harmoniser parce qu'on avait 300 questions de notre fonds différents, plus les questions CSRD, plus des autres certifications qu'on a eues. Donc, de juste avoir une solution. Et la question de date limite, c'est très important aussi. Là, pour nous, on ne peut pas faire notre bilan carbone jusqu'à on finit en clôture de compte. Et après, on peut entamer le bilan carbone, plus et après faire tout le reporting. Donc,
La fin d'année, pour les gens dans les RSE, c'est un moment très, très chargé. Et vous les accompagnez, hein, je crois, justement. Votre travail, c'est aussi d'accompagner ces entreprises à la mise en place de cette politique et de toutes les autres aussi, pour avoir un impact sur la RSE. Oui, et comme Thomas a aussi évoqué, juste de comprendre l'échelle de l'exercice, les questions des deadlines à respecter pour vraiment bien organiser, pour être préparé bien avant la limite le premier exercice. Ouais, il faut effectivement avoir la global picture en tête, sinon on est vite dépassé, vous nous l'avez montré. Alors malgré tout, il y a des intégrations réussies quand même de la CSRD. BIC en est un exemple. Valentina aussi, qu'est-ce que vous avez comme enseignement pratique que vous pourriez partager à d'autres grands groupes, notamment qui se trouvent dans la salle, que vous avez pu mettre en place chez Disneyland Paris, je sais pas, des meilleures pratiques, des recommandations ou des pièges plutôt courants que vous avez su éviter? C'est une question très intéressante et on a même dans l'organisation ici fait une séparation entre les problématiques PME et les problématiques grands groupes, mais en fait c'est exactement les mêmes. J'ai entendu parler, je ne sais plus qui était l'intervenant côté Novetic, mais qui prenait l'exemple d'avoir beaucoup de personnes dans la salle qui s'étaient en fait jamais croisées, et c'est ce que vous disiez Augustin aussi, d'avoir en fait de désiloter les départements. C'est le meilleur conseil. Le meilleur conseil, c'est de mettre toutes les personnes qui sont concernées autour de la table et de ne pas minimiser le temps que ça va prendre. C'est le rôle des départements RSE, départements environnement, où certainement que le nom va changer et on va avoir des directions CSRD à venir prochainement, de rassembler toutes les personnes autour de la table. Et pour les entreprises qui conseillent ces grands groupes ou moyens groupes ou petits groupes, de leur donner ce conseil-là. De leur donner le conseil de prendre du temps à accompagner les personnes, leur expliquer très clairement quel est le rôle de chacun. Ou je prends souvent cet exemple, dans un rucher, chaque abeille a un rôle spécifique. Dans la CSRD, dans une entreprise, c'est exactement pareil. C'est que chaque abeille a son rôle spécifique et il faut prendre le temps de lui expliquer individuellement comment le réaliser. Et un autre point qui est très important aussi, c'est d'y aller ensemble. Parler avec d'autres groupes, chercher des conseils, se fédérer, faire partie de, pas de coalition, mais de faire des moments d'échange comme celui-ci pour partager les bonnes pratiques entre nous. C'est le meilleur moyen, et de ne pas en fait se focaliser en se disant mais non, mon entreprise elle est trop spécifique sur ce volet ou sur ce volet. Non, au final, on rencontre tous les mêmes problématiques, et on rencontre tous les mêmes problématiques du change management. Parce que pour les grands groupes, on a souvent un héritage de fonctionnement, des pratiques qui sont des fois les mêmes depuis plusieurs décennies. Et la CSRD bouscule un petit peu toutes ces habitudes. Donc on demande à des départements et à des personnes à faire des choses en plus qu'elles ne faisaient pas, et ça reste des actions nouvelles, et il faut les accompagner. Les accompagner, être tolérants, et aussi se dire que voilà, le premier rapport de la CSRD, il ne sera pas parfait. Et on va faire mieux chaque année, mais on n'arrivera certainement jamais à une perfection du rapport. Et être tolérant dans le rendu, c'est aussi un des bons conseils que je voudrais partager, parce que chercher la perfection dès le premier coup, en fait, ça ne va pas être possible. Il faut l'accepter dès qu'on se lance dans ce process qui est long, qui est fastidieux et qui est chronophage. Merci beaucoup, Valentina. Je voyais Thomas qui réfléchissait, réagissait, cherchait la perfection dès le début. Vous êtes plutôt d'accord? De toute façon, est-ce que c'est même possible avec une réglementation comme ça? Non, mais effectivement, c'est très intéressant. Moi, je souscris tout à fait. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, chercher la perfection dès le début, c'est pas facile. Le problème, c'est que on va discloser. En mauvais français, on va communiquer, on va reporter des données. Et donc, la place va avoir des données. Le régulateur va avoir des données, mais aussi les clients vont avoir des données, les ONG vont avoir des données, les journalistes vont avoir les données. Or, il n'y avait pas de données avant. Il y avait des reportings narratifs, etc., mais il n'y avait pas de données. Et donc, on sent que avec les premiers reportings CSRD, il va y avoir des analyses comparées sur les reportings, et que donc il faut quand même essayer, je pense, d'avoir un reporting avec un peu d'effort et pas trop faux au début,
parce que sinon on risque de se retrouver en bas du top 10 ou du top 20 du secteur, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Voilà. Donc bon, c'est encore assez incertain la manière dont ça va être utilisé, mais voilà, moi c'est le risque que je vois aussi. Le deuxième point, c'est que malheureusement le reporting CSRD, c'est le début de l'histoire. D'accord. Comme le disait Valentina, on met en place le reporting CSRD, mais en fait, ce qui intéresse le superviseur, les clients, les ONG, etc., c'est la dynamique, c'est le suivi dans le temps. Donc, une fois qu'on a fait le reporting à CSRD, c'est pas fini. C'est au contraire, justement, là que ça démarre. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi mettre en place des plans d'action dans les entreprises pour que les indicateurs qui sont calculés et reportés, ils baissent. En fait, c'est ça l'objectif quand même de l'exercice, c'est de montrer qu'on maîtrise tout l'impact ESG et que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure que le temps s'écoule. Voilà. Et pour ça que je parlais de la direction financière tout à l'heure, parce que on voit des logiques un peu de contrôle de gestion ESG se mettre en place dans les process de production, dans la supply chain. Alors, il ne faut pas oublier le S et le G, donc ORH, et voilà. Donc, je dirais pas qu'on est dans la dictature de l'ESG et de la CSRD, mais peut-être pas loin pour les grandes entreprises. Enfin, en tout cas, c'est ce que pensent les COMEX. Bon, à vous de convaincre que c'est pas le cas, mais voilà, c'est pas neutre dans la durée. Il y a encore un peu de boulot, effectivement. Oui, mais surtout, c'est que le début. Oui, surtout. Effectivement, c'est ce qu'on retient de votre intervention. Merci beaucoup, Thomas. Augustin, je crois que vous vouliez réagir. J'aime bien l'idée de la dictature de l'ESG, c'est pas mal. Nous, on parle de prise de pouvoir, donc c'est un peu la même chose, on va arriver à la même conclusion. Moi, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister sur cette notion d'implémentation. La première, c'est vraiment la notion de prise de pouvoir par l'ESG, effectivement, d'entité de l'entreprise. Mais d'abord, avant tout, la chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on part d'un historique et d'un existant. Vous parliez de la notion de besoin d'avoir du temps pour comprendre et appréhender ce qui existe déjà, parce qu'en fait, encore une fois, on ne vient que construire ou comprendre ce qui était déjà là, mais il faut vraiment partir du principe que l'entreprise connaît déjà les éléments qui sont matériels, y a déjà travaillé, et la CSRD vient simplement, quelque part, mettre une pagination ordonnée et venir mettre dans des cases ce qui est déjà là. Mais la CSRD, par l'implication de créer des plans d'action et de créer des stratégies complètes et d'avoir une gouvernance qui l'y associe, fait qu'on va agir sur ces indicateurs et en fait que l'ESG ne va plus subir à la fin de l'année, en post-mars et post-clôture financière, les indicateurs qui sont remontés, mais va les anticiper, va les coordonner, va les organiser. La CSRD, son objectif, c'est vraiment ça, c'est de faire baisser ces indicateurs, donc d'avoir une action sur ces indicateurs. Et là-dessus, l'équipe, et c'est le deuxième point sur lequel je vais insister, qui va permettre de du coup travailler sur ces indicateurs, les anticiper et lancer des projets, des actions qui vont jouer dessus, n'est pas la même équipe quelque part que historiquement la team ESG qui malheureusement était souvent dans un carcan de reporting et d'actions qui étaient souvent pas autant représentées que la CSRD va le permettre. Et ça, c'est une notion qui est très importante, c'est qu'on passe d'une équipe ESG, une équipe stratégie, finance, chef de projet, application, reporting, qui fait tout en même temps et qui doit être ultra coordonnée. Alors oui, c'est une notion de prise de pouvoir, parce que cette équipe-là doit pouvoir commander l'action et pouvoir dire on doit baisser cet indicateur, donc faire ce financement-là ou investir à tel endroit-là. Et les gens qui composent ces équipes doivent être formés, évoluer, doivent connaître l'entreprise plus que tout. C'est compliqué d'être un flux dans ces équipes-là parce que ça demande du temps, ça demande de la connaissance et surtout de les relations humaines importantes parce qu'on va devoir parler avec tout le monde, piloter à la fois une discussion avec son responsable financier sur du court terme et avec un technicien de maintenance qui applique réellement l'action qu'on a financée. Donc cette notion aussi de qualité, de capacité et de compétences humaines de l'équipe Sustainability, équipe ESG, équipe CSRD comme on veut, est vraiment critique et c'est la première chose à mettre en place quand on veut se lancer dans la CSRD, c'est qui va le faire et comment.
Et du coup, le dernier point là-dessus, c'est la notion de sponsor, ou en tout cas de responsabilité de cette équipe, parce que si on parle historiquement de direction de développement durable ou de responsable de développement durable, qui est une fonction annexe et bonus, là, on est en fait, quand on va au fond de la CSRD, on comprend qu'il n'y a qu'une seule personne ou une seule entité qui réellement peut sponsoriser cette action CSRD, c'est la direction générale, en fait. Et une direction, on va se placer dans une direction financière, dans une direction ESG existante, mais dans le fond des fonds, si la CSRD perdure dans l'entreprise, c'est grâce à une motivation de la direction générale. Donc, c'est ça, Augustin, de prise de pouvoir. De point de vue opérationnel, c'est vraiment top, la façon d'expliquer. Mais je dirais que ça va aussi en haut jusqu'au board. Donc, le board, c'est normal qu'il regarde les résultats financiers à la fin de l'année, au début d'année. C'est la même chose pour le ESG maintenant. Si le board n'est pas impliqué, là, ça va être beaucoup plus difficile de se mettre en place le concept de CSRD. Et si on a un board un peu international, souvent on voit que des partenariats européens, ils sont au courant, ils sont plus au courant pour nous au moins de SFDR. Et de faire le pont entre CSRD et le parti finance, c'est à construire. Donc, c'est bien que c'est très opérationnel maintenant dans les entreprises, mais il y a toujours le travail à faire. Il y a encore un peu de boulot, mais nous sommes très optimistes et vous le montrez justement. Et justement, on a parlé de l'impact donc de la CSRD sur à la fois les boards, les membres de la direction, sur le fonctionnement aussi d'une entreprise et son organisation. Je voudrais qu'on passe du côté client, peut-être pour les 10 dernières minutes qui nous restent. C'est bientôt l'heure de la surprise, je vous promets. Et après, on passera aux questions-réponses. Mais d'abord, quel retour, Thomas, par exemple, vous avez pu recueillir côté client concernant le succès et les défis que vous avez pu rencontrer vis-à-vis de la CSRD? Vous voulez dire le client final ou le client final, ou le client Est-ce qu'il vient vous voir en vous disant ça y est, on a vu un impact sur les changements que vous avez effectués ou pas forcément? Oui, alors c'est encore assez. Sujet. Non, mais bon, on n'a pas beaucoup de prise de recul là, comment dire, c'est en phase projet. Le sujet, il est encore en phase projet, et donc on construit avec les différents clients. Effectivement, il y a, je pense, une vraie prise de conscience des boards sur ce sujet. Je dirais que c'est le vrai. Ça veut dire que ça impacte la culture d'entreprise complètement. Incroyable. Ouais. Et si ça impacte la culture d'entreprise, c'est que déjà les boards sont impactés. Oui. Voilà. Ouais. Et puis les boards, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas faire de dissolution avec l'ESG, pour reprendre notre actualité politique récente, et une analogie sur la dictature. Bon, ils ne peuvent pas faire de dissolution, donc ils vont vivre avec. Voilà, ils vont devoir vivre avec, et ils ont compris que effectivement, ça allait être la clé chez les clients, chez les partenaires, etc. Donc ça infuse vraiment dans l'ensemble de l'entreprise. Et ensuite, après, j'ai envie de dire le lancement des projets, etc., etc. C'est un sujet un peu opérationnel et technique. Je crois que ça a été bien dit par Augustin. Je pense que le vrai changement, c'est que les boards, maintenant, les COMEX sont au courant et savent qu'ils doivent sponsoriser et pousser ce projet. Avant, c'était l'ESG, c'était un peu, pour être un peu provocateur, je continue, c'était un peu le sujet de la direction RSE, un peu au fond du couloir, avec une ou deux personnes. On l'avait parce qu'il fallait l'avoir, quoi. Bon, voilà. Puis on faisait le reporting avec des papillons, des arbres, des fleurs, ça faisait bien comme, etc. C'était plus un outil-con peut-être qu'autre chose. Avec, on peignait en vert, etc. Voilà. Là, avec CSRD, on pourra plus. J'ai entendu tout à l'heure le mot greenwashing, etc. Ce sera plus possible parce que justement, il y a tellement de données et ça concerne tellement tous les process de l'entreprise qu'on ne pourra plus tricher. Voilà. Et ça, je pense... j'ai été coupé. Je pense que les COMEX... Censuré, le voilà, pauvre. Censuré, exactement. Hop, dissous. Les COMEX ont bien pris conscience de ça. Chez Disney aussi.
Alors, j'avais une super réaction, mais du coup, elle me revient plus en tête, mais ça va me revenir. Non, je trouvais ça très intéressant. Nous, enfin, si on revient sur les attentes clients, on a beaucoup de clients qui ont entre 4 et 8 ans, donc la CSRD, ils connaissent pas trop. Mais on a des clients internes. On a énormément de départements en fait où la mise en place de la CSRD a été une opportunité de faire monter la thématique environnementale et la thématique ESG à un niveau stratégique d'entreprise. Parce qu'on a aussi dans certaines entreprises en fait un héritage, juste la CSRD c'est de la philanthropie. Et il y a beaucoup de départements, en fait, beaucoup de grands groupes qui ont des fondations, qui travaillent avec des ONG, mais qui avaient aussi cette tendance, exactement comme tu disais Thomas, la RSE c'est au fond du couloir, c'est aussi une réalité, c'est une réalité des grands groupes. Donc la CSRD donne cette opportunité-là aussi de mettre en place une stratégie environnementale et une stratégie environnementale qui soit holistique. Pas une stratégie environnementale qui a 2-3 projets qui font office en fait de vitrine en se disant on a fait un truc super, on a investi sur je sais pas des énergies renouvelables ou un autre type de projet de conservation d'eau ou de réutilisation d'eau usée. C'est des projets vitrines qui sont très importants, mais ce qui est d'autant plus important, c'est de mettre en place une stratégie qui soit holistique. Et l'analyse de double matérialité nous y oblige, et la diversité des ESRS nous oblige en fait à structurer ce qui est vraiment important pour l'entreprise et d'avoir un réseau et un écosystème de stratégie environnementale. J'entends, ça soupire. Merci beaucoup. Une dernière question, peut-être avant de passer justement aux questions de l'audience et du public. Pour vous, peut-être, Léa, en préparant cette interview, vous me disiez que pour vous, le développement durable, l'environnement, ce n'est pas que des questions autour justement de l'environnement, mais avant tout et surtout des questions autour des hommes et des femmes qui l'incomposent. Et ça m'a marqué avec tout ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Est-ce que vous vouliez peut-être conclure cette table ronde sur... Parce que je trouve que ça s'applique au-delà des boîtes à nous tous, en tant que citoyens aussi. Donc, je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus. Donc, je pense que vous êtes là aujourd'hui, vous, comme moi, se pose pourquoi on fait ce type de métier. Et on est passionné par ce qu'on fait et on veut avoir un impact. Et ça, c'est exactement l'esprit de CSRD, de cette démarche, de cette partie de réflexion, comment on peut faire mieux. C'est vraiment comment on mesure l'impact de nos activités, comment identifier les leviers les plus importants où on peut réagir et comment on peut aussi, je dirais, on va déstresser pour dire, OK, leur état, mais on va réagir dans les domaines où on peut avoir le plus d'impact, on peut faire mieux et on peut après mesurer et montrer qu'on a fait cet effort en équipe avec des partenaires et on va être transparent, on va essayer de finir avec le greenwashing, avec le social washing, parce que nos rapports vont être audités et publics. J'entends des oui-oui dans la salle. Un mot de la fin aussi, peut-être, Augustin ? Pour finir, simplement pour dire ce que ce n'est pas la CSRD, je pense qu'on y a un peu répondu, mais effectivement, le client de 4 à 8 ans ne va pas être touché par notre rapport CSRD, et finalement, ça va pas forcément... L'impact que n'a pas la CSRD, c'est directement sur notre modèle d'affaires à l'instant T et sur nos clients finaux potentiellement. Donc il y a alors cet aspect-là en tête qui est qu'on est vraiment sur de l'amont et sur de la réflexion de stratégie d'entreprise plus que sur de la contrainte réglementaire court terme et de l'application réelle dans nos valeurs finales. Et vous l'aurez compris, du coup, Valentina et Thomas, je vous laisse aussi un petit mot de fin pour répondre à ces questions. En quoi la CSRD est-elle un outil de plus pour accélérer les pivots de nos stratégies ? Déjà, ça oblige en premier lieu à avoir une stratégie, environnementale. C'est la première étape, mais en fait, souvent, on fait ça permet de réaliser dans certaines situations qu'on n'a pas ou alors qu'elle n'est pas suffisamment bien structurée. Donc, la première opportunité, elle est là. L'accélération du pivot de la stratégie vers plus de responsabilité, c'est d'en créer une qui soit holistique, d'en créer une qui soit durable et qui soit vérifiable, qui ait une vraie méthodologie derrière, qu'on puisse suivre, dont les indicateurs seront pertinents et qu'on va pouvoir adapter et considérer cette stratégie surtout comme étant quelque chose de dynamique, qu'on va réadapter
adapté et qui n'est pas gravé dans le marbre. Et c'est ça tout l'enjeu en fait l'enjeu de la CSRD, il est là, il est dans la possibilité de pouvoir dynamiser notre approche de la vision stratégique environnementale et d'avoir un processus d'amélioration continue sur l'analyse de la performance de l'entreprise. Merci beaucoup Valentina. Thomas. Moi, j'ai rien à ajouter, c'était parfait. C'était très clair. Je dirais simplement bon courage et bonne réussite. Et ben voilà, on peut les applaudir. Alors, on a le temps. On a un petit peu de temps avant la surprise. Quelques questions, dans le fond. Y a-t-il des questions dans la salle? Il y en a une devant. Ah, pardon. Alors, j'ai pas vu devant. Vous serez la deuxième. Pardon. Allez-y. Alors moi, cette question s'adresse à Thomas. Vous évoquiez le fait que la partie extra-financière du reporting serait à la charge de la direction financière. Pour être sûr de bien comprendre, c'est un constat que vous avez fait ou c'est le scénario idéal que vous envisageriez? Alors, c'est un constat effectivement issu de la mise en place, du lancement de ce projet chez différents grands clients, qui soient, quel que soit le secteur. Voilà. Quand on dit c'est un reporting, c'est le reporting dans son ensemble qui est qualifié de extra-financier. Hein, bon, ok, on est d'accord. Voilà. Pourquoi je l'ai expliqué effectivement. Pourquoi ça atterrit souvent, je dis pas toujours, hein, mais souvent à la direction financière, parce que c'est une division qui a l'habitude de faire des reportings. D'accord. Il y a quand même 1200 données à calculer, à agréger, à envoyer, etc. Bon. C'est une direction qui a l'habitude de faire certifier ses process, ses données, etc. D'accord, puisqu'ils le font pour la communication financière. Et puis troisièmement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit des logiques un peu de contrôle de gestion ESG, CSRD qui se mettent en place, de suivi de la performance ESG qui va devoir se mettre en place dans l'ensemble de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il faut montrer qu'on diminue l'impact tout au long de l'année et du process de l'entreprise. Voilà. Et comme l'entreprise, elle bouge d'une année sur l'autre, hein, on fait peut-être des rachats, etc. Bon, il faut montrer que, toutes choses étant égales par ailleurs, on a vraiment fait diminuer les choses. Voilà. Donc, du coup, il y a du suivi de pilotage, il y a de la collecte de données, il y a de la certification, il y a de l'audit, il y a, voilà. Et très souvent, c'est alors la direction RSE est bien sûr partie prenante, mais la direction RSE, elle n'est pas toujours équipée. Hein, au fond du couloir à droite, là, elle n'est pas toujours équipée avec les outils, les systèmes, les compétences, etc., pour faire vraiment ce processus qui est un processus de production et qui, encore une fois, est extrêmement stratégique, etc., etc. Merci. Voilà. Madame avait une question. Est-ce que quelqu'un peut apporter un... Voilà. Au dernier rang. Voilà. Bonjour. C'est une question plutôt pour Valentina et Augustin. Donc, la CSRD est un outil de plus. Et du coup, ma question, c'était quels outils vous avez dû mettre en place pour suivre la CSRD, notamment en termes de collecte de données, etc. Votre parcours par rapport à cette question d'outillage. On n'a pas forcément eu besoin d'un super outil qui rassemblait tout. Ça, c'est vraiment les notions d'équipe. Par contre, on a dû ajourner la plupart de nos outils qui étaient informatiques, qui étaient assez antiques, pour de la collecte de données, pour se préparer à faire de la gestion mensuelle, hebdomadaire et non plus simplement annuelle, voire tous les 2-3 ans. Donc, il y a une notion d'outils numériques, mais maintenant, l'essentiel... tout peut se faire avec n'importe quel outil, même avec une feuille et un crayon. L'essentiel, c'est la compétence réelle de de quoi j'ai besoin comme info, à qui la demander et comment la challenger et vérifier qu'elle est bonne. Les outils en tant que tels sont nécessaires, mais pas forcément différenciants.
Je rejoindrai Augustin sur ce point-là. On a la particularité, en fait, côté Disneyland Paris, d'être une très grande entreprise avec 500 métiers, comme je le citais en introduction, et avec pléthore d'outils différents et pléthore d'outils qui permettent de collecter des parcelles de données à droite, à gauche. Donc, l'idée n'est pas et je pense pour beaucoup d'entreprises qui ont cet héritage et qui ont des domaines de compétences qui sont souvent très diversifiés, avoir un seul outil qui permette de tout faire dans la CSRD, c'est parfois utopique. Mettre en place des API qui permettent de se connecter sur tous les outils, c'est parfois une trop grosse machine. Donc en fait, la première étape serait de faire un état des lieux de tous les outils existants, identifier ceux qui sont pertinents, et dans pas mal de situations, en fait, le meilleur ami, c'est Excel. Et ça permet de résoudre énormément de sujets. Merci. Dernière question de monsieur. J'ai peut-être un petit complément. Le problème dans Excel, c'est que c'est pas très auditable. Voilà, donc il faut penser à ça aussi. Voilà, c'est le sujet de la communication. Là, c'est de la communication importante, qui est sur le même plan que la Comfi, quoi. Donc, et la Comfi, ça tourne pas toujours dans Excel. Mais sur un premier reporting, oui, ça peut être possible. Voilà. Alors, Greenly, c'est un super outil, bien sûr. Ah bah vous avez bien fait votre boulot. Allez-y. Oui. Oui, on vous entend. On vous entend pas. c'est pas. Et comme ça, c'est mieux. Excusez-moi, moi j'ai un micro. Attendez, je pourrais poser ma question. Non. J'avais attribué la parole à monsieur qui a un micro. Allez-y. Bon, je peux laisser ma place, c'est pas... Je commence ? Allez. Vincent Chauvet, donc entreprise LG, on fait du conseil en innovation durable. J'ai une question peut-être pour Thomas. On a entendu parler de direction financière, direction RSE, DRH, peut-être direction data, mais pas de la direction innovation. Or, les plans de transformation des entreprises doivent bien se baser sur la manière dont ils innovent. Est-ce que vous voyez dans votre pratique du métier un lien sur la manière dont la CSRD peut peut-être aller guider les stratégies d'innovation des entreprises ? Alors, je ne vois pas vraiment, franchement, de lien aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, toute l'entreprise est impliquée. Donc, effectivement, y compris direction de l'innovation, au sens des projets et de la transformation. Là où il peut y avoir de l'innovation dans l'ESG et dans CSRD, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'IA générative, etc., qui peut être utilisée pour collecter les données ou fabriquer le reporting. Là où il y a de l'innovation aussi, c'est que justement, la CSRD, c'est un facteur du changement, puisqu'il faut améliorer ses process, moins polluer, etc. Et c'est peut-être aussi dans cette amélioration de process qu'il y a de l'innovation. Mais je ne sais pas si c'est un facteur très... Je pense que c'est du cas par cas. Par exemple, pour une entreprise de service, je ne suis pas sûr que la direction de l'innovation soit vraiment au cœur du sujet CSRD. Voilà, c'est peut-être plus vrai dans une entreprise industrielle ou peut-être chez Euro Disney ou chez BIC, oui, tout à fait. Ouais. Oui, je rajouterais que dans la CSRD, une chose qui est nouvelle, en tout cas qui diffère par rapport au reporting à l'ancienne, c'est vraiment la notion d'opportunité. Et là-dessus, la direction d'innovation, l'innovation est partie intégrante de la réponse à ça, en disant, oui, pour répondre à une opportunité d'une action positive environnementale, ça doit venir et travailler avec la direction de l'innovation, ça c'est clair. Et après, on a aussi, en tout cas, je réponds pour une entreprise comme nous, on a un besoin d'innovation produit réel et un besoin d'innovation plan de financement ou alors même façon de vendre, modèle de vente, etc., modèle d'affaires complet. Et ça, c'est vrai que c'est des notions de... on implique les équipes d'innovation de manière énorme dans notre stratégie environnementale. Ça, c'est clair. Alors, il y avait une dernière question. J'avais pas repéré la personne qui avait le micro et qui voulait prendre la parole. Oui, c'est moi. Merci. J'aurais juste une question par rapport au côté financier. Quelles sont les pénalités monétaires pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu au final ? La vraie question.
Les pénalités. Alors moi j'ai l'habitude, nous on dit en interne que si on n'est pas conforme à la réglementation, les membres du board vont en prison. Alors après je ne saurais pas vous dire la vérité ou non, mais ça fait suffisamment peur pour que ça s'applique. Ça nous suffit. Mais... Ça c'est du question pénale. À mon avis c'est pas le cas. Vous avez les pénalités financières, vous avez des réponses à... Alors moi ce serait plus sur un enjeu de transparence justement. C'est pour moi en fonction des entreprises, il y a aussi tout un enjeu réputationnel qui, dans certaines situations, peut être plus structurant que l'enjeu monétaire. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Merci. On a le temps de prendre une dernière question dans la salle. Voilà. Si tout le monde n'a pas entendu, le risque, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. C'est ça? Ok, parfait. Voilà. Voilà le risque, voilà ce à quoi on peut s'exposer. Merci, merci aux participants. Juste le petit résumé de ce que j'en ai retenu, c'est avec CSRD, le greenwashing, c'est plus possible. Et ça, c'est plutôt j'allais dire personnellement, une bonne nouvelle. L'équipe RSE est sortie de son bureau, qui était oublié au fond à droite. Et puis, il y avait une notion de temps qui était très intéressante. C'est que le CSRD oblige l'entreprise à faire le point chaque année sur une stratégie. C'est vrai qu'on dit à l'horizon 2030 et à l'horizon 2030, on sait très bien que ce n'est pas engageant. Donc le CSRD est engageant. Avant de recevoir Taylor Swift, on va quand même demander à Alexis Normand, voilà, qui est cofondateur de Greenly, de venir dire un petit mot de remerciement et de conclure cette journée. Ouais, écoutez, je serai très rapide parce qu'il y a un petit cocktail qui vous attend et c'est la fête de la musique. Il y a même un petit concert. Donc d'abord, pour remercier tous les intervenants de plein de types d'entreprises différents, des cabinets de conseil, des acteurs de la finance, des acteurs des technologies, des partenaires technologiques qui sont venus ici, des experts de la réglementation. Donc merci à eux. Merci au public aussi. Donc cette salle ne peut accueillir, je crois, que 280 personnes. On a eu 990 inscrits à cet événement. Et la salle a été remplie jusqu'à 290 personnes. On a été obligé de rajouter des chaises. Donc on ne pensait pas que la CSRD passionnerait autant les foules. Donc je pense que c'est un signe quand même très positif pour tout l'écosystème et le fait que peut-être en France, ou en tout cas on peut ensemble être leader du sujet et en faire une opportunité plutôt qu'une contrainte réglementaire. Et donc merci d'avoir permis que cette journée soit un grand succès et hâte de pouvoir en discuter avec vous plus tard ou tout à l'heure autour d'un cocktail. Merci encore à tous.